puis d'autres choses que je voulais mentionner avant de commencer, c'est qu'à la première présentation qu'on a eue ce matin avec M. Chantigny, il y a des résultats ou des pistes de solutions qui vont, en fait, qui vont répondre, en fait, à mes questionnements qu'on a obtenus dans divers résultats. Puis, par la suite, il y a eu aussi une question sur les conseillers, comment est-ce qu'ils devraient œuvrer au travers de cette dynamisme-là, en fait, cette dynamique de l'azote. Ben, j'espère ne pas trop brouiller les cartes avec ma présentation présentement. Fait que c'est un peu ça, en fait. Je m'en viens ici pour vous présenter, c'est ce que le comité m'a demandé. Vous présenter, c'est quoi la réalité, en fait, d'un conseiller en agro-environnement. Puis principalement, vu qu'à matin, on parle beaucoup de l'azote, ben, vraiment concentré sur les recommandations azotées dans la culture du maïs grain. Donc, grosso modo, il va y avoir une brève présentation de groupe pleine terre. C'est vraiment une diapo. Il va y avoir la mise en contexte. Je vous dirais que c'est pas mal ça qui va faire pas la totalité, mais quand même une grande partie. Je vais présenter les divers paramètres qui rentrent en ligne de compte lorsqu'on doit faire une simple recommandation azotée. Ensuite de ça, on a aussi eu un gros projet au sein du groupe Pleine Terre, où on a eu différents partenaires aussi, sur l'azote, qui a été de 2019 à 2023. Je vais venir présenter brièvement, en fait, des résultats. Et puis, au final, où est-ce qu'on en est rendu, puis c'est quoi ma vision, c'est quoi aussi, comment est-ce que je vois ça, en fait, les recommandations azotées, éventuellement. Donc, Groupe Pleine Terre, qu'est-ce que c'est? C'est un service, en fait, on est une firme d'agronomes conseil, service conseil principalement agro-environnement. On dessert plus de 1500 entreprises, principalement Montérégie, Outaouais et Centre du Québec, un peu Estrie, Laurentides, Lanaudière. 3/4 de nos entreprises qui sont desservies, c'est des entreprises de grande culture. On dessert aussi du maraîcher, petits fruits, vergers, vignobles et aussi quelques cultures en émergence. Tout ça dans une régie conventionnelle et aussi biologique. On a un département d'ingénierie qui est beaucoup plus axé sur la gestion de l'eau, qui soit les plans de drainage, nivellement, des recreusages de cours d'eau. D'ailleurs, on a divers projets avec les municipalités et les MRC pour justement des recreusages de cours d'eau et la gestion de l'eau. Puis il y a aussi le département en fait de recherche et développement que je suis le responsable avec une petite équipe. On fait divers projets, comme je l'ai dit, directement en collaboration avec les producteurs sur les fermes. Des projets qui sont en lien avec la fertilisation, la phytoprotection, différents nouveaux produits aussi. Et puis aussi, depuis 2018, on a une ferme expérimentale à Sherrington de 3 hectares où on a le libre cours de faire qu'est-ce qu'on veut là-dessus. Souvent, en fait, sur cette ferme-là, c'est des idées qui proviennent, en fait, de producteurs et ou de conseillers qui ont vu ailleurs et qu'on veut reproduire, en fait, sur nos conditions, à savoir est-ce que ça fonctionne ou ça fonctionne pas, pourquoi ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Puis, il y a aussi un volet nouveaux produits. On le sait, le marché est inondé, en fait, de nouveaux produits, des biostimulants. Donc, on essaie ça, en fait, des nouveaux produits année après année. C'est un peu le rôle, en fait, du conseiller en agro-environnement de recommander aux producteurs à savoir est-ce que ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Donc, maïs en contexte. Je vais commencer avec la relation maïs-azote. On a quand même vu là, avant, là, c'est dans les présentations précédentes, comme quoi que l'azote, c'est pas facile à caractériser. Depuis plus de 30 ans, il y a des essais qui sont faits par différents organismes pour essayer justement de caractériser cette réponse-là du maïs. Les résultats de ces recherches démontrent que les doses optimales économiques varient de 0 à 240 et à plus de 240 unités d'azote au champ au travers des différents sites qui ont été suivis. On le sait, l'azote, c'est un élément qui est essentiel, surtout pour la culture du maïs, qui est très énergivore, en fait, en frais de fertilisation azotée, mais aussi peut avoir, selon qu'il soit, il va être mobile, volatile, selon la forme, en fait, que l'azote va prendre par la suite. Fait que sa forme change selon les conditions environnantes, qui entraîne un impact sur l'environnement, que ce soit sur les cours d'eau, les nitrates, ou sinon au niveau des gaz, le N2O, qui, selon la littérature, varie de 250 fois à plus de 300 fois plus nocif, en fait, que la référence qui est le CO2. Fait que je ne m'éternise pas sur ces termes-là. Puis par la suite, en fait, à partir de là, on sait qu'on est dans un ère, en fait, de changement climatique. On sait aussi que la production végétale, les apports azotés, c'est pratiquement celle qui va avoir le plus grand impact sur les GES.
Donc, il y a différents programmes fédéraux et provinciaux qui sont mis en place, dont le PAD, qui est le Programme d'agriculture durable, et aussi Agri-Solutions Climat, que eux, leur objectif, c'est de faire diminuer, en fait, de 15 les apports azotés des entreprises. Bon, les entreprises agricoles. Les entreprises agricoles, ce ne sont pas des OSBL, OK? Ils veulent générer des revenus. C'est normal. Ils ont des terres à payer. Ils ont de la machinerie à payer. Ici, je vous mets une photo. En fait, ça, c'est notre semoir qu'on utilise sur notre ferme expérimentale. Mais il n'y a plus une entreprise agricole de grande culture qui utilise, en fait, cette vieille machinerie-là. C'est toutes des tracteurs valent plus de 300 000. Les moissonneuses-batteuses, c'est plus d'un demi-million. Les terres valent, en Montérégie, plus de 20 000 l'arpent, qui représente 60 000 et plus l'hectare. Ils doivent payer leur compte au final. Ils doivent payer aussi les intrants, les grains, etc. C'est des entreprises, ils veulent vivre. Donc, là, je vais marteler un peu ce point-là. C'est que les producteurs ne veulent surtout pas, en fin de saison, avoir l'impression que le maïs a manqué de gaz. Ils ne veulent surtout pas avoir l'impression qu'ils n'ont pas mis assez d'azote pour aller chercher le plein potentiel de leur maïs. Puis mon dernier point, mon agricole, c'est que il y a beaucoup d'échanges, en fait, entre voisins. Il va y avoir un voisin qui, lui, a eu 14 tonnes hectares cette année avec 220 unités d'azote. Puis le voisin d'à côté, lui, il a eu 11 tonnes l'hectare avec seulement 170 kilos d'azote. On sait très bien entre nous qu'il n'y a pas juste l'azote qui va influencer, en fait, les rendements. Mais rapidement, comme ça, sans avoir fait d'essai au champ, puis sans avoir une base qui va avoir validé, en fait, ces chiffres-là, mais ça se pourrait que celui qui a eu juste 11 tonnes l'hectare, ils veulent optimiser puis aller mettre l'année prochaine plus d'azote parce qu'il a l'impression qu'il n'en a pas mis l'année d'avant. Et d'ailleurs, sur la réalité économique, j'ai comparé des chiffres, en fait, des années 2000 à aujourd'hui. Entre 1980 et 2005, la tonne de maïs se vendait entre 110 et 150 $ la tonne. Aujourd'hui, de 2007 à aujourd'hui, on parle de 200, plus de 380. On a même vu plus de 400 au début de la guerre en Ukraine. Plus de 400 $ la tonne. Le prix de l'azote, en 2000, on parlait de 75 sous le kilo d'azote. Aujourd'hui, on parle aux alentours. Grosso modo, là, c'est très variable, mais grosso modo de 2 $ le kilo d'azote, puis même un petit peu plus, comme je vous dis, au début de la guerre Russie-Ukraine. Les rendements moyens, entre 1980 et 2000, on parlait de 5 à 10 tonnes l'hectare. Puis quand quelqu'un avait 10 tonnes l'hectare, on disait « Wow, t'as vraiment ton champ, il est vraiment bien sorti, c'est des beaux rendements que tu as, il est capable de t'offrir ces beaux rendements-là. » Aujourd'hui, on parle de 2010 à aujourd'hui, on parle de 9 à 15 tonnes l'hectare. Puis quand quelqu'un nous dit qu'une moyenne, là, je parle pas de production bio, là, mais quand quelqu'un nous dit qu'une moyenne de 10 tonnes l'hectare, on est pratiquement déçu, en fait, des rendements qu'il a obtenus. Fait que tout ça pris en compte, j'ai fait vraiment les calculs simplistes, là, où on prend le prix de l'azote avec la fertilisation de 170 kg d'azote pour 2000 et aujourd'hui. J'ai pris une tonne moyenne, en fait, le rendement moyen qu'il y avait dans le passé et aujourd'hui. Et puis, j'ai aussi comparé les prix moyens qu'il y avait dans le passé et aujourd'hui. En 2000, le producteur, qu'est-ce qui restait dans les poches? C'était 955 $ l'hectare. Aujourd'hui, on parle de 2825 $ l'hectare. Ce qui fait, oui, le prix de la machinerie, tout ça, ils ont augmenté, mais ce qui fait en sorte que dans sa bourse, il y a un petit peu plus, puis ce qui va entraîner, en fait, l'effet de assurance fertilisation azotée. Donc, l'autre point que je veux mentionner, sur les grilles de recommandation, nous, en frais de conseiller en agro-environnement, on fait référence à nos guides. Puis du plus loin que j'avais au bureau, à Napierville, c'est celui du Conseil des productions végétales du Québec, deuxième édition, 1996. Suite de ça, j'ai vérifié dans le CRAG première édition, CRAG deuxième édition, pour savoir c'est quoi la fertilisation azotée dans le temps. Mais croyez-le ou non, depuis plus de 30 ans, pas loin de 30 ans, c'est toujours la même recommandation qui est de 120 à 170 kg d'azote. Je ne remets pas ça en question parce que, vous allez voir, ça varie de 0 à plus de 240 unités d'azote. C'est une moyenne, c'est une bonne moyenne, en fait, qu'est-ce que peut représenter dans les champs. Par contre, je me dis, puis c'est un peu ma conclusion que j'ai dit tout de suite parce que je ne veux pas l'oublier, mais je me dis qu'aujourd'hui, avec les modèles mathématiques, avec les connaissances qu'on est rendus, on devrait avoir, en fait, des recommandations azotées beaucoup plus dynamiques qu'ils le sont présentement.
Donc, c'est ça. Pour faire un résumé de la situation du conseiller, c'est que d'un côté, on est conscient qu'on est dans des changements climatiques. On est conscient aussi qu'il faut amener les entreprises à diminuer leurs apports azotés. Par contre, on est conscient aussi qu'eux autres, c'est de générer de l'argent. Puis si on veut amener les producteurs à changer leur mode, on ne peut pas arriver du jour au lendemain puis dire, ben moi, de la façon dont tu me parles, tu mets 220 unités aujourd'hui, mais je pense que ton sol serait capable d'absorber une bonne partie, puis tu vas descendre à 120 unités du jour au lendemain. Dans leur PF, on va recommander à 120 unités, puis que finalement, bien, il y a une diminution de 1, 2, 3, 4 tonnes à l'hectare l'année d'après. Mais c'est sûr et certain qu'après ça, cette entreprise-là ne viendra plus écouter mes conseils. Fait que c'est vraiment d'amener, tranquillement, pas vite, on l'a mentionné, faire des essais au champ, mais tranquillement, pas vite, les amener vers une conscientisation. Puis un autre point, c'est même quand on va faire des essais, ça ne veut pas dire que c'est les résultats qu'on s'attend. Ça ne veut pas dire non plus que finalement, c'est 150 unités d'azote qui va donner le plus de profit. Ça se pourrait que ça soit 220 unités d'azote. Fait que nous, en frais de conseiller, il faut... Tu sais, quand on reçoit des résultats comme ça, c'est wow, c'est difficile après ça d'amener le producteur à faire des changements. D'ailleurs, je suis rendu en fait à des résultats qu'on a obtenus dans notre gros projet. De 2019 à 2023, on a fait 150 sites d'essais un peu partout dans la province, dans les différentes régions productrices de maïs grain. Dans ce projet-là, on a aussi mesuré plusieurs paramètres de santé des sols, physiques, chimiques, biologiques. Je vais les effleurer tout à l'heure. Mais ça, c'est les résultats qu'on a obtenus. Pour chacun des sites, on a établi en fait la courbe de réponse, le prix du maïs, le prix de l'azote, puis on a établi la dose optimale économique. Puis, fait à mentionner aussi, c'est que sur les 150 sites, il y en a 145 qui sont sur retour de soya sans apport organique 2 années auparavant. Puis c'est ça qu'on obtient. Malgré le fait qu'on a contrôlé le précédent cultural, malgré le fait aussi qu'on a... Donc, il y a divers paramètres qui sont en arrière sur la santé des sols. Puis, je veux vous le mentionner, quand on a mis ça en place, ce projet-là, honnêtement, on avait la prétention de trouver les morceaux du casse-tête qui manquaient pour améliorer nos prédictions, en fait, de l'azote. Bien là, vous voyez, on va continuer, là. Mais ça, c'est les paramètres, en fait, qui ont été évalués dans le projet. Fait qu'on a pris la masse volumique apparente sur 3 différentes profondeurs, la résistance à pénétration, texture de sol. Bon, je vais passer rapidement là-dessus. Fait au niveau des paramètres physiques de sol, quand que je regarde, en fait, ma masse volumique apparente pour mes différentes strates ou ma résistance à la pénétration sur les différentes strates, en lien avec ma dose optimale économique en poste levé, on peut voir qu'il n'y a aucune relation qui est significative. On a, en fait, le pourcentage d'argile, c'est plus au niveau de la texture de sol que ça va nous donner un certain indice, mais encore là, les relations sont relativement faibles, mais sont significatives. Ici, dans le cas de l'argile, donc, plus on aurait un argile, plus les doses optimales économiques seraient élevées, et pour le sable, le contraire. Pour les paramètres chimiques des sols, on peut voir le fameux nitrate en poste levé. Oui, il est significatif, mais la relation est très faible, encore une fois. Puis on n'est pas les seuls, ça a été mentionné encore un matin, puis il y a d'autres aussi recherches qui le mentionnent. Les nitrates en poste levé n'est pas un paramètre qui va améliorer, en fait, nos recommandations d'azote en poste levé. Au niveau de la microbiologie, on a commencé à la caractériser en 2021. C'est M. Jocelyn Bontemps, qui est étudiant au doctorat, qui analyse en fait plus le volet microbiologique. Fait qu'on a 2021, 2022 et 2023. Ici, qu'est-ce que je vous présente? C'est vraiment son tableau résumé des résultats préliminaires de 2021 et 2022. Sauf qu'il ne semble pas avoir d'effet fertilisation, en fait, sur les divers paramètres, différents indicateurs qui ont été mesurés. Fait que là, on n'a pas trouvé, en fait, le fameux indicateur des sols qui allait nous permettre d'améliorer nos recommandations en poste levé. Fait que là, on s'est dit, comment est-ce qu'on va amener les producteurs à diminuer leurs apports azotés?
Hey, on va leur montrer qu'en implantant un engrais vert ou avec un fumier, puis là, c'est un peu là que je vais rejoindre un peu vous allez voir, là, que je vais rejoindre un peu ce que M. Chantigny a dit ce matin. On va aller leur démontrer qu'une belle rotation, des retours d'engrais verts, fumier, retour de prairie, ça apporte de l'azote pour le maïs l'année d'après. Ça, c'est les résultats qu'on a obtenus pour 2023. OK? Les colonnes, pour chacun des sites, on avait des champs qui étaient quasiment côte à côte, ou ce qu'on avait un champ qui était retour soit de culture de couverture avec fumier, ou sinon juste apport organique. En fait, on avait un champ qui était retour apport organique, soit des engrais verts, soit des fumiers, soit des prairies. Puis on avait un champ qui n'était pas trop loin, qui était un retour soya témoin. Les colonnes en bleu, ce sont nos champs témoins. Et les colonnes en vert, ce sont nos champs d'apport organique. Décevant. Très décevant. Dans le sens que là, je vous présente les doses optimales économiques. OK? C'est selon la réponse du maïs à l'azote. Dans 5 des 6 sites, mes doses optimales économiques ont été égales ou sinon supérieures à mes champs témoins. Puis seulement dans le site numéro 5, moi, j'aurais rêvé, en fait, avoir que des sites numéro 5, où ce qu'on a une diminution, en fait, des doses optimales économiques, où ce que le maïs répond, les réponses, en fait, du maïs à l'azote sont plus faibles. Fait que là, les producteurs, en fait, qui ont participé à ce projet-là, je vais revenir en arrière, tu me dis... En tout cas, tout ça pour vous dire que je présente les résultats aux producteurs. Puis après ça, de leur dire de continuer de faire des engrais verts, d'introduire une céréale pour faire un engrais vert ou de faire attention à comment est-ce qu'ils épandent leur fumier pour essayer de maximiser, en fait, tous les apports azotés. Puis que je leur présente des résultats comme ça. Disons que, bon, c'était peut-être pas la meilleure année 2023, puis j'ose espérer qu'il y a un arrière-effet. Puis là, j'ai une question, en fait, qui me vient en tête. Est-ce qu'on devrait revoir notre régie culturale? Parce qu'on a toujours fait une céréale avant le maïs afin d'implanter ou de mettre du fumier, mais est-ce qu'on devrait, en fait, faire ça l'année d'avant le soya pour que l'azote qu'on a mis soit disponible au maïs 2 ans plus tard? En tout cas, c'est une question ouverte qu'on pourrait discuter éventuellement. Bon, pour continuer, par contre, sur tous nos sites, sur la majorité des sites, par contre, les rendements sont égaux ou sinon supérieurs ou ce qu'il y a eu des apports organiques. Fait qu'il y a quand même quelque chose qui se passe dans les sols. Au niveau des outils, on en a glissé un mot encore ce matin. On a, au travers des années, on a comparé nos doses optimales économiques en poste levé réelles qu'on avait obtenues. Ici, ça, c'est la ligne des X, à différents outils. Dans ce cas-ci, c'est le PSNT qu'on a comparé. Donc, on peut voir qu'il y a une relation qui est quand même significative, mais encore une fois, elle est relativement faible. Si je regarde auprès de SolScan, c'est un autre appareil, en fait, qu'on peut traîner directement au champ. On prend l'échantillon de sol, il va nous sortir, en fait, les nitrates. On y dit le potentiel de rendement avec le taux de matière organique, puis il va nous sortir une recommandation en poste levé, directement au champ. On peut voir ici, en fait, qu'il n'y a pas de relation, puis elle n'est aucunement significative. Donc, qu'est-ce qu'on obtient vraiment au champ versus l'outil? C'est zéro. On ne peut pas se fier à ça. Puis aussi l'outil Scan, les 3 premières années du projet, on avait comparé aussi les recommandations de l'outil Scan, qui a été développé par Agriculture Canada. Non. Tout ça pour dire que qu'est-ce qu'on obtenait au final, mais ça ne représentait pas, en fait, les résultats. Monsieur Parent, à partir, en fait, des résultats du présent projet de 150 sites et aussi avec toute l'énergie que pris d'aller chercher des résultats de différents organismes, de l'IRDA, du MAPAC, d'Agriculture Canada, etc., des clubs conseils, ou ce qui ont fait des essais dans le passé depuis 1992, on a fait une grosse base de données. Dans cette grosse base de données-là, on a près de 10 000 lignes d'informations, puis près de 200 colonnes aussi de mesures de paramètres qui ont été mesurées sur la santé des sols, sur les précédents culturaux, sur la pluviométrie, sur les UTM à chaque semaine.
Tout ça pour tous les sites qui ont été réalisés depuis 1992. À partir de cette base de données-là, il a utilisé les bases de l'intelligence artificielle. Il a comparé 2 modèles d'apprentissage automatique, qui est forêt aléatoire, Random Forest, et puis le XGBoost. Mais là, par contre, l'objectif du modèle, ce n'était pas de prédire les doses d'azote, mais bien de prédire la réponse du maïs à l'azote. Ici, c'est un tableau que j'ai repris directement, en fait, mot pour mot, c'est juste que je l'ai traduit en français, de l'article scientifique de M. Parent. Donc, je vous présente ici, il y a 4 différents scénarios. OK? Pour chacun des scénarios, on a des paramètres qui ont été intégrés aux différents modèles mathématiques. Puis ici, vous avez en fait la réponse des 2 modèles, des 2, c'est ça, forêt aléatoire, XGBoost, les 2 outils, les 2 modèles, qui ont été comparés. Puis ça, c'est le R carré, donc le R carré avec la réalité, la réponse réelle au champ, versus qu'est-ce que le modèle va nous prédire. Fait que, par exemple, on prend le scénario numéro 1, j'ai dit, en fait, c'est qu'on a une grosse base de données, on a extrait 10 sites, on a mis de côté, on sait tous les paramètres de ces sites-là. Fait que là, on dit, OK, pour le site numéro 1, j'ai telle culture précédente, j'ai tel travail de sol, mais le modèle, mais l'outil ne le voit pas, ce site-là, ne voit pas les réponses. Puis là, j'ai dit, j'ai ça comme paramètre. Dis-moi, qu'est-ce que je devrais avoir comme résultat? Puis ici, on peut voir que le R carré est supérieur, nettement supérieur, en fait, à ce qu'on avait obtenu pour les doses optimales. Ici, c'est le résultat de 4 des 10 sites. On peut voir les points, en fait, les points noirs, ça, c'est les rendements réels obtenus, puis les X et les triangles, ce sont les 2 différents modèles mathématiques qui ont été comparés. Ce sont les prédictions, en fait. Fait que ici, je ne vous présenterai pas les 10 sites, mais ici, en fait, sur les 4 sites, il y en a 3 que vraiment les modèles ils ont réussi à prédire les réponses du maïs à l'azote, tandis que il y a le troisième site ici, on n'est pas du tout. En fait, les modèles ne représentent pas la réalité. Puis c'est dans des cas comme ça, en fait, qu'il va être important de dire, pourtant, avec les paramètres que tu m'as donnés, moi, avec toutes les données que j'ai dans la base de données, mes calculs, tu devrais avoir des rendements supérieurs. Donc, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qu'il y a chez vous, sur ton site, qui ne permet pas d'aller obtenir les rendements qu'il devrait obtenir? Fait que là, c'est à partir des sites comme ça qu'on fait des diagnostics, à ça, pousser un petit peu plus loin, en fait, la réflexion. Donc, au final, on s'améliore, mais il y a des connaissances qui restent à découvrir. Puis là-dessus, je vais faire un petit push, je vais encore une fois ouvrir un questionnement. J'aimerais ça, en tout cas, j'aimerais qu'on redéfinisse qu'est-ce que la santé des sols. Je vous avoue, on a fait plusieurs mesures. Il n'y a rien qui ressort en tant que tel. Des fois, j'arrivais avec des mesures qui semblaient un sol qui était hyper compacté, qui me donnait 14 tonnes hectares avec 0 azote, puis j'avais juste une ligne droite. C'est ça. Marc-Olivier va peut-être effleurer ce dossier-là cet après-midi, mais j'aimerais vraiment ça, peut-être qu'on redéfinisse les mesures ou qu'on revoie un peu qu'est-ce que la santé des sols. Ensuite de ça, je le répète, mais les objectifs d'une entreprise, c'est la rentabilité. Donc, il faut vraiment jouer avec ça. Éventuellement, les recommandations, j'aimerais ça qu'elles soient plus dynamiques. Puis, c'est sûr qu'il faut intégrer, en fait, tout le côté environnemental à l'économique. On ne peut plus viser que l'économique. Il faut vraiment intégrer ça. Je sais. De quelle façon? Je ne le sais pas, mais il faut que ce concept-là rentre dans les futures recommandations. Puis, Jacinthe l'a nommé au début, mon objectif ultime serait la bonne dose, au bon endroit, au bon moment et avec le bon intrant. Fait que merci à tous les partenaires.